Le sport pris au sérieux par des animateurs autant tout aussi dérisoires. Avec Emilio Constanza. I'm a fun guy. Félix Forget. As here's a drive in a deep left field by Castellanos, it will be a home run. Et Pierre-Olivier Poulain. This man was a bona fide scrub. He can't play. La triple menace. La triple menace, cette édition du 4 mars 2024. Bienvenue à l'émission. Une fois de plus, le trio de l'heure, Emilio Constanza, Pierre-Olivier Poulain et Félix Forget pour parler de sport pour la prochaine heure. J'espère que les étudiants qui nous écoutent célèbrent, dont Félix avec nous. C'est finalement la relâche. On est officiellement rendu à la mi-saison de cette session universitaire ou collégiale pour certains d'entre vous. Prenez le temps de vous reposer. J'espère que vous n'avez pas trop de travaux jusqu'au cou. J'espère que vous saurez en profiter et donner le bon coup pour ce dernier stretch de la saison. De la session, pardon. Les boys, comment on se porte ce soir? Ce matin, le gars a perdu tous ses repères temporels. Ça, tu vois, ça, c'est un gars de mi-session quand il est rendu à ménager le matin, le soir, que le temps est plus clair, il c'est juste des moments qui passent sans qu'il y ait vraiment une suite logique. Mais non, mais très content d'être là avec vous aujourd'hui, parler un peu de sport maintenant que j'ai la tête reposée après ces examens-là. La nuit de sommeil de vendredi à samedi a été différente, comme on dit. J'ai dormi comme une roche. Puis très très content d'être finalement en pleine forme avec vous autres pour jaser de sport cette semaine. Encore une fois cette semaine. Moi, je suis pas étudiant depuis des millénaires ou Depuis presque. Depuis belle lurette, mais la forme est là. Puis c'est pas les sujets qui manquent, c'est pas les histoires sportives, premièrement avec ce qui s'est passé avec Paul Hood, évidemment, qui a retenu l'attention, un grand monument du monde médiatique, mais du monde médiatique sportif québécois qui est décédé subitement samedi matin. Non, écoute, j'étais devant mon ordinateur, j'étais en train de travailler sur quelques devoirs, puis là, je reçois la notification de la presse qui m'annonce Paul Hood est décédé. Pour de vrai, je pense que la mâchoire m'est tombée. Je veux dire, c'est comme inconcevable. C'est un des chouchous du public québécois. C'est quelqu'un qui était largement apprécié par tout le monde. C'est quelqu'un qui était aussi versatile. On le retrouvait à la télé, on le retrouvait à la radio, autant dans tout ce qui est animation d'émissions, peu importe ce qu'on voulait. Puis ce qui était le fun là-dedans, c'est qu'autant qu'il était versatile, il faisait sa job super bien. Puis il était drôle. C'est quelqu'un aussi, je pense qu'on tire un petit peu inspiration aussi à la triple menace, dans le sens que on peut partir juste d'une petite affaire. Par exemple, Félix a mangé 2 œufs brouillés ce matin, puis on va réussir à parler d'un sujet qui n'a aucun rapport, mais qui est tout autant comique, tout autant cherché, parce que c'est l'importance aussi de la culture générale, à quel point c'est important pour nous, puis à quel point ça l'a été pour Paul Hood, et ce qui a fait que c'est un personnage qui était coloré, c'est un personnage qui était apprécié du public québécois, là. Mais moi, ce que je me demande dans tout ça, c'est que, oui, la nouvelle est bien triste, mais moi, j'ai une pensée pour son frère Pierre, que tout le monde connaît bien au Québec, mais on lit son tweet, puis on annonce que Paul Hood est décédé vers environ 5h, 5h30 samedi matin, mais à 5h, 5h30 samedi matin, il n'y avait pas un Grand Prix à TV, puis Pierre Hood était là. Il a fait un Grand Prix à 9h, 9h30, je pense, le matin, dans ce coin-là, une couple d'heures après. Puis, écoute, tu parlais comme quoi Paul Hood était un pro, tu sais, son frère Pierre l'est aussi, mais Paul Hood, un vrai professionnel qui a réussi à lier le sport et l'humour, 2 domaines qui, de base, sont pas nécessairement faciles à relier, mais il l'a fait, puis c'est un bon gars, puis je pense que tout le monde a son moment de Paul Hood. Je pense que tout le monde a grandi un peu avec lui, puis il a vraiment tracé la voie pour beaucoup de monde, puis tu disais, c'est un peu une inspiration de ce podcast-là. C'est quelqu'un qui a justement réussi à rallier ces deux univers-là, et vraiment, nos pensées vont avec la famille et tout, puis on espère vraiment que sa mémoire ne sera jamais oubliée. Et honnêtement,
pour tout ce qu'il a fait, j'ai vraiment pas l'impression qu'on va oublier Paul demain matin. Il a eu une excellente carrière et toute la famille peut en être très, très fière de ce que Paul a fait pour le monde médiatique québécois. Exactement. Et comme si les nouvelles sportives n'étaient pas assez tristes et maussades en fin de semaine, on apprend aujourd'hui, en ce dimanche, que Chris Mortensen, qui couvrait la NFL depuis tout près de 30 ans, est décédé. On savait, il y a quelques années, avait annoncé qu'il était atteint d'un cancer. Ça aussi, c'est une énorme perte pour le monde médiatique. Cette fois-ci, du côté américain, mais Chris Mortensen, qui a longtemps couvert la NFL, est une légende aussi dans son propre domaine, là. Incroyable. Chris Mortensen, moi dans ma tête, tu vois, les dimanches, c'est toujours journée football, puis le matin, c'est Sunday NFL Countdown à ESPN, puis pendant des années de temps, Chris Mortensen a été tellement un morceau important de ça, puis a été a tracé la voie aussi pour beaucoup de gens. Il a été un des premiers à vraiment travailler autant sur la NFL que ça, puis t'as énormément de gars qui sont là aujourd'hui qui seraient pas là sans un gars comme Chris Mortensen. Et en même temps, t'as Peter King qui était un autre pionnier qui a annoncé sa retraite au début de la semaine. Ça a été 2 gros départs dans le monde du football. C'est deux grosses pertes dans le monde médiatique. Et tant pour le décès de Chris Mortensen que la retraite de Peter King, c'est 2 gros morceaux qui tombent et 2 gros morceaux qui sont plus là. Et vraiment, ça va faire mal à la couverture médiatique. C'est deux grands de ce milieu. Exactement. On va... respect à leur âme, paix à leurs âmes. Deux grands du journalisme sportif qui nous quittent. Définitivement, ça sera plus pareil sans eux. Toujours est-il qu'on a une grosse semaine de sport qui viennent de se conclure. Et au côté du hockey, ben, on le dit depuis quelques semaines, depuis le dernier mois, comme quoi ben, la date limite des transactions s'en vient, mais ça ne fait pas en sorte qu'il n'y a pas de signature de contrat qui ne se donneront pas nécessairement. Et ben, on en a eu une maudite grosse signature de contrat cette semaine avec Elias Pettersson qui va rester à Vancouver. Donc, les deux camps se sont entendus sur les modalités d'une entente de 8 ans à 11 millions de dollars moyennement par saison. 11,6. 11,6. Merci de la précision, Félix. C'est très drôle parce qu'en ce moment, on voit les Canucks, ils ont le vent dans les voiles. Elias Pettersson prend le meilleur joueur de cette équipe-là. On va se rappeler, il n'y a pas si longtemps que ça, puis ça, Pop, tu as souligné ça avant qu'on lance l'enregistrement. On a déjà parlé de Elias Pettersson avec les Hurricanes contre un certain Jesperi Kotkaniemi, entre autres. Écoute, je ne sais pas comment ça s'est fait de ce côté-là, mais on voyait Elliot Freeman qui sortait des informations comme quoi les Hurricanes de la Caroline seraient dans des négociations assez avancées, sans dire que ça a passé très, très près de se conclure, mais qui étaient des vraies négociations qui étaient vraiment concrètes. Et 2 jours plus tard, Vancouver décide « OK, c'est assez, on arrête d'attendre. On va signer ce contrat-là, on s'occupe de ce dossier-là. » C'est une aubaine, mesdames, messieurs. À 11,6 millions de dollars jusqu'en 2032, tu t'assures possiblement d'un des 3 meilleurs joueurs de centre de la Ligue nationale, des plus complets, dans une équipe qui vise la Coupe Stanley et qui aura comme noyau Elias Pettersson jusqu'en 2032. JT Miller est encore sous contrat jusqu'en 2030, Quinn Hughes jusqu'en 2027, Thatcher Demko en 2026, et tu as Jonathan Lekerimaki qui s'en vient possiblement l'année prochaine. Vancouver est seté pour encore plusieurs années. Et là, on regarde ça, et moi, je me disais, je voyais le contrat de William Nylander qui était sensiblement pareil, sensiblement dans la même situation. 8 ans, 11,5 millions par année. Moi, je me disais, Pettersson est plus jeune un peu. C'est un joueur de centre beaucoup plus complet. Moi, je m'attendais que ce soit au minimum 12,5 millions par année sur le cap salarial. Et j'aurais même pas été surpris qu'on se rende jusqu'à 13 et peut-être même 13,5 pour rejoindre Auston Matthews. À 11,6, c'est une aubaine en ce moment. La seule différence que je vais souligner entre le cas de Nylander et de Pettersson, c'est que Pettersson avait encore 1 an complet avant d'atteindre l'autonomie, ce que Nylander l'aurait atteint cet été s'il n'avait pas signé son contrat. Pour moi, c'est la seule différence, mais
encore là, tu le disais, Elias Pettersson, c'est pas un joueur qui est nécessairement spectaculaire ou quoi que ce soit, mais tu penses à un premier centre dans la LNH, difficile de faire mieux qu'Elias Pettersson, qui est un gars qui est complet dans les deux sens, qui est un fabricant de jeu incroyable, qui a un bon tir et tout, puis c'est vraiment difficile de faire mieux comme attaquant tout court. Et là, tu t'assures à 11,6 millions d'avoir un gars qui a un contrat similaire à William Nylander, qui, j'adore William Nylander, reste un allié qui est pas excellent défensivement comme l'est Elias Pettersson. On a eu le meilleur joueur des deux pour 100 000 de plus. Et tu disais justement les négociations avec les Hurricanes, ça a forcé un peu parce qu'on sentait que Pettersson n'était pas prêt à se commettre à Vancouver et tout. Il y avait quelque chose de bizarre un peu. Il y avait de la frustration entre les deux camps. Et là, les Canucks ont fait leur devoir. On a essayé de voir un peu qu'est-ce que pourrait rapporter un gars comme Pettersson sur le marché. Les Hurricanes, c'était pas clair exactement l'offre, mais Martin Necas et Kotkaniemi ont été des noms mentionnés. Et là, finalement, ça a forcé. Les Canucks ont. Ça s'est rendu à un point où les Canucks et Pettersson ont été obligés de jaser pour vrai de l'avenir, de comment ces deux-là vont aller dans le futur ensemble. Et Pettersson a finalement donné son accord. On va négocier ça tout de suite, ça va être réglé. Moi aussi, je m'attendais vraiment à ce que ce soit 12. Je m'attendais à 13. Je m'attendais vraiment à 13 et à 11,6 millions. C'est incroyable pour les Canucks qui s'assurent d'avoir un des meilleurs centres de la Ligue à 11,6 millions par année pour 8 ans encore. Signé pour 8 ans à 11,5. Matthews a signé pour 5 ans, 13,5. C'est ça. Là, on l'a à 8 ans pour 11 millions. C'est incroyable. C'est incroyable pour les Canucks. Puis bravo à lui. Bravo aux Canucks d'avoir flairé cette affaire-là, de ne pas avoir niaisé puis d'avoir finalement réglé ce dossier-là qui commençait à presser à Vancouver. Puis, mais moi, ce qui me titillait un peu de tout ce dossier-là, puis juste avec justement cette histoire-là des Hurricanes de la Caroline, c'est pourquoi les Hurricanes auraient fait un échange pour aller chercher Elias Pettersson à ce temps-ci de l'année, alors que l'attaque n'est pas le point faible de cette équipe-là. On avait absolument besoin d'un gardien. Moi, si j'avais voulu vider mon club un peu pour aller essayer de m'améliorer, j'aurais été chercher, mettons, un Jacob Markstrom du côté de Calgary. Pourquoi il fallait aller chercher un Pettersson maintenant? Est-ce que c'est peut-être une tactique d'agent? Des fois, on utilise les médias pour des fois mousser un peu un agent libre ou peut-être faire accélérer d'autres choses. Là, je dis pas que Elliot Friedman a sorti de quoi de farfelu ou quelque chose comme ça, mais peut-être, est-ce qu'il y a un cas où on s'est peut-être servi des médias pour faire juste avancer le dossier, brosser un peu la soupe, et finalement, on a eu ce qu'on a voulu. Je vais y aller vite, tu sais. Autant les Hurricanes, ça aurait été bizarre, mais pourquoi les Canucks, qui sont premiers de la Ligue, auraient échangé fait ça. Là? Je veux dire, cet été, tu l'échanges cet été comme les Flames ont fait avec Matthew Tkachuk, ça prend beaucoup plus de sens. Tu l'échanges quand il est à 1 an de l'autonomie, puis t'es pas sûr s'il va vouloir signer, là, tu l'échanges. Mais pourquoi la meilleure équipe de la Ligue aurait échangé son premier centre? Sérieusement, là, si tu veux tuer un vestiaire au complet, échange Elias Pettersson, c'est les Canucks. Ça aurait été épouvantable. À quel point tu te serais mis des bâtons dans les roues si t'avais fait ça. Pour ce qui est des Hurricanes, c'est quand même intriguant, Pop, ce que tu amènes comme sujet, parce que les Hurricanes, une attaque très fantastique, puis c'est un peu un parallèle avec le basketball. On a eu des équipes style les Rockets de Houston de la fin des années 2010 jusqu'en 2020. C'était une équipe qui était entièrement concentrée sur l'attaque. Live by the three, die by the three. Ben, je pense que les Hurricanes, ils ont compris que s'ils marquent plus de buts que l'adversaire, ils vont gagner. Fait que je pense que c'était le plan. Je te confirme que les Maple Leafs de Toronto essayent ça depuis 7 ans et ça ne donne aucun résultat. Ça ne fonctionne pas. Pour terminer sur Pettersson, aussi mentionné qu'il a aussi un bonus total qui équivaut à 47 millions de dollars sur ce contrat-là, ce qui va lui rapporter des beaux petits dollars dans les années qui suivent. Étrangement, son bonus est de 12 millions pour la saison prochaine, 10 millions en 2025-2026 et en 2026-2027, 0 $. Pour ensuite se terminer à coût de 5 millions de dollars jusqu'à la fin de la saison, qui est quand même intriguant. Les Canucks seront définitivement l'une des équipes à surveiller à l'approche des séries éliminatoires. Peut-être qu'on ramène une coupe au Canada, point d'interrogation. Ils ont failli le faire en 2011. Est-ce qu'on va être capable de venger cette... Ça serait le fun s'ils se retrouvaient contre les Bruins. Non. Ça serait non.
Non. Moi, ce serait une bonne finale. Tu veux me faire gonfler ma pression artérielle, parle-moi de la finale de 2011 des Canucks de Vancouver. Non, Tu veux me faire grimper dans les rideaux, là, voir un choke de cette magnitude-là, là, moi, ça me fâche encore. Ça me fait encore fâcher. Et imagine si genre Toronto avait échappé une avance de 3-1 en première ronde contre Canadien dans une bulle. Imagine si pas dans une bulle, dans des arènes vides. Imagine si c'était arrivé, ça. Mais théoriquement, le match 6, il y avait du monde dans l'aréna. Mais je comprends ton point. Je comprends ton point. Notons quand même que si ça arrive, Brad Marchand aura fait ces deux finales-là. Patrice Bergeron et David Krejci auraient été si près de l'être aussi. Mais bon, ça, on va le savoir au mois de mai quand ça va vraiment arriver. Tant qu'à être sur le sujet quand même des transactions et toutes choses de la sorte, Chris Tanev s'en va finalement de l'Ouest canadien, lui qui a commencé à évoluer en fait à Vancouver durant cette saison 2010-2011 et avec les Flames de Calgary depuis la saison 2020-2021, se dirige du côté des Stars de Dallas, venir solidifier un petit peu cette défensive. Juste vite, vos opinions à chaud sur la chose de Chris Tanev à Dallas? Ce que je veux dire de Chris Tanev, pour ceux qui le connaissent un peu moins, prenez David Savard, mettez-le encore meilleur défensivement, vous avez Chris Tanev. C'est ce genre de gars-là qui peut aider, qui va se placer sur le top 4 de n'importe quelle équipe défensive. Et à Dallas, on a déjà un bon petit groupe de défenseurs. On a Jake Oettinger, qui est pas exactement un mauvais gardien, puis on a une pas pire attaque. Chris Tanev est tellement un joueur parfait pour les Stars. Puis moi, le premier truc que j'ai pensé en voyant ça, qu'est-ce que ça veut dire pour David Savard, qui devient automatiquement le meilleur défenseur droitier sur le marché? Parce qu'on a aussi Ilya Lyubushkin qui a été échangé à Toronto plus tôt cette semaine. Là, ça fait en sorte que David Savard est vraiment la cible numéro 1. Kent Hughes ne veut pas l'échanger. C'est ça la différence aussi, parce qu'on a vu le retour pour les Flames, qui était peut-être un peu, je vais mettre décevant entre guillemets, parce qu'on a un choix de deuxième ronde, un défenseur qui est un peu défensif, puis un choix conditionnel. Le Canadien n'est pas obligé d'échanger David Savard comme les Flames étaient obligés d'échanger Chris Tanev, dont le contrat expire à la fin de la saison. Si le Canadien échange David Savard, pour moi, ça prend un retour qui est supérieur à ça, et ça commence par un choix de première ronde. Mais je suis pas sûr qu'une équipe va donner un choix de première ronde pour David Savard, même pour 2 ans de David Savard. Faudrait vraiment que ça soit une équipe qui a ce besoin absolu, nécessaire. Faut que Kent Hughes et l'état major... Un retour à Tampa? Mais tu sais, ça dépend. Mais tu sais, Lightning, en tout cas, Lightning, qui lui crut, by the way, qu'il soit rendu là, cette équipe du Lightning qui a remporté 2 Coupes Stanley back-to-back, puis là, on est en train de se battre. Et même une troisième finale l'année suivante, après avoir perdu contre le Colorado. Mais pour Chris Tanev, moi, ce que je vais dire, c'est que qu'est-ce que Calgary va faire maintenant? Parce que là, on enregistre, on est 3 mars. La date limite des transactions est dans moins de 5 jours en ce moment. Calgary, au moment où on enregistre, est sur une séquence de 5 victoires de suite. Vient de faire une nasty de remontée contre les Penguins de Pittsburgh. Dans 1-3, absolument, ça va absolument nulle part. Marque 3 buts consécutifs pour gagner contre les Penguins de Pittsburgh pour la soirée de Mika Kiprusa qui se faisait retirer son jersey. On parle beaucoup de Pittsburgh, mais Calgary, c'est la pièce movible de cette période des échanges. On parle beaucoup de Chris Tanev, c'est réglé. Jacob Markstrom, c'est pas encore réglé, il reste encore 2 ans de contrat. Il y a Noah Hanifin qu'on parle beaucoup, qui est probablement, à ce moment-ci, le plus gros joueur disponible sur le trade block en ce moment. Ouais. Est-ce que le discours vient de changer? Moi, je pense que, sans dire que ça a complètement changé, mais cette victoire-là contre les Penguins de Pittsburgh va amener des réflexions, va amener une décision de « Hey, on s'essaie-tu pour aller en série? Coûte que coûte qui arrive. » Là, c'est sûr que dans le cas de Noah Hanifin, c'est pas mal réglé dans son cas qu'il ne re-signera pas avec l'équipe, ne voudra pas re-signer au Canada. Mais qu'est-ce qu'on fait à ça? Est-ce qu'on fait un push de fin de saison pour essayer d'aller chercher? Et là, tu as Andrei Kuzmenko qui vient de s'ajouter, mais tu as un Jonathan Huberdeau qui produit quasiment 1 point par match dans ses 20 à 25 derniers matchs. Il n'y a rien qui est réglé du côté de Calgary et je pense qu'il y a peut-être un débat à faire de voir à quel point cette équipe-là va bouger d'ici le 8 mars prochain. Pour ce qui est de Calgary, vas-y Félix, puis je terminerai. Écoute, juste un mot rapide sur Hanifin. Dans le fond, en ce moment, ce que les Flames doivent se demander, c'est Hanifin est un joueur de location. Est-ce qu'on le garde ou on l'échange? C'est comme si
achète un joueur de location gratuit ou on l'échange pour aller chercher quelque chose. Si on pense qu'on va faire les séries, Hanifin devient notre joueur de location pour lequel on n'a rien donné. Puis sinon, on l'échange, mais il l'a déjà dit, il ne re-signera pas au Canada. Elliot Friedman pense que Noah Hanifin va aller à Tampa Bay. Je sais pas ce que ça va donner pour les Flames, mais ça devient intéressant. Je pense pas que Markstrom va être échangé. Mais là, Tanev a été échangé, Lindholm a été échangé. C'est curieux, les Flames. C'est vrai que c'est un cas très curieux, puis j'ai hâte de voir ce qui les attend d'ici vendredi, mais ça pourrait brasser beaucoup à Calgary dans les prochains jours. Eux puis les Flyers. Les Flyers qui Oui. se demandent que faire avec des gars comme Sean Walker et l'autre défenseur, j'ai son nom, là, j'ai un blanc. J'ai Troy Sealer en tête. Oui, c'est ça. Sealer puis justement Sean Walker qui sont des défenseurs qui pourraient être recherchés. Reste à savoir, ça va être ces deux équipes-là et peut-être même les Penguins de Pittsburgh pour cette journée du 8 mars. On va enregistrer après le prochain épisode, après la date limite des échanges, mais ça va être ces deux équipes-là certainement surveillées. J'ai tellement hâte qu'on parle des Pingouins, voir s'il y a quelque chose qui va arriver. Pour donner une petite idée du classement, quand même, dans l'Ouest, les Flames sont 7 points quand même derrière les deux dernières places en séries éliminatoires. Comme tu l'as mentionné, Pop, on peut essayer de faire une petite poussée de fin de saison. En ce moment, on 2 matchs en main sur les Prédateurs de Nashville qui comptent 72 points. Mais les Flames sont dans une lutte chaude en ce moment, avec les Blues de Saint-Louis qui partagent également 65 points au classement et le Kraken de Seattle qui est à 63 points et pas loin derrière, on a le Wild du Minnesota. À quoi bon parler des séries éliminatoires si ce n'est pas du format de la PWHL, donc de la Ligue féminine de hockey professionnel, oui. Qui nous annonce cette semaine deux si on veut, facettes de gestionnaire de la Ligue et les séries éliminatoires, ça en fait partie. Donc, la PWHL étant une petite ligue, il n'y a pas beaucoup d'équipes. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas avoir un format comme on connaît au basket, comme on connaît avec un gros format de bracket. Donc, Félix a fait un petit peu ses recherches là-dessus et nous a amené un beau petit topo de la chose. Donc, Félix, veux-tu dire au monde à la maison comment ça va fonctionner, ce topo des séries éliminatoires? Les séries de l'éliminatoire de la LPHF, chaque équipe il reste à peu près une dizaine de matchs, on en a joué chacune une vingtaine, il reste à peu près une dizaine de matchs au classement. Dans le fond, ce qui va arriver, c'est assez simple. Moi, c'est quelque chose que j'espère depuis longtemps dans plusieurs sports et qu'on va finalement voir en action. L'équipe qui va terminer au premier rang du classement, au lieu d'affronter de facto la 4e équipe, va pouvoir choisir l'équipe qu'elle souhaite affronter en première ronde. Et je me souviens, il y a quelques années, dans la NBA, ça avait été le débat avait été amené quand le Thunder d'Oklahoma City avait fini au 8e échelon dans l'Ouest, et c'était Russell Westbrook et Kevin Durant, je pense, qui revenaient de blessure en fin de saison, les deux. Et fait que là, le premier site s'était fait avoir, puis on arrivait un peu dans une situation où il y avait comme un avantage compétitif, parce que le Thunder n'avait pas été bon, mais on avait des gros renforts en fin de saison. Là, ce scénario-là va un peu éviter et va surtout ajouter du piment là-dedans. Imaginez que la première équipe choisit d'affronter la 3e équipe parce qu'on pense qu'elle est moins bonne que la 4e. Si vous pensez que ça ne motivera pas la 3e équipe, ça va vraiment beaucoup les motiver. Et juste à dire qu'en ce moment, la première équipe au classement général, c'est l'équipe de Montréal. Fait que ce serait, si le classement se maintient d'ici la fin de la saison, ce serait à l'équipe montréalaise de choisir son adversaire en première ronde. Et ça, j'aimerais beaucoup voir ça. J'aimerais ça qu'on ait un peu de piment dans ces séries-là. Et je trouve que c'est une super bonne idée pour laisser justement les filles choisir contre qui elles veulent jouer en première ronde. Super bonne idée. Et la LNH, prenez des notes parce que je veux ça éventuellement dans le circuit. Mais sur la glace, ça amène plusieurs choses. Moi, ce que je veux voir pour, mettons, une ligue plus grosse que la PWHL, comme la Ligue nationale, c'est le show de télévision que tu fais des sélections. Comme le repêchage. Tu fais une soirée repêchage, tu fais une soirée, OK, premier pick overall, premier dans l'Ouest, qui vous choisissez, etc. Le show de TV que ça ferait, mesdames, messieurs,
ça ferait du drama. Je veux du chaos et du drama, c'est ça que je veux. C'est malade. OK, mais est-ce que ça serait... est-ce que tu ferais justement un repêchage de séries éliminatoires télévisées avec une représentante de chaque équipe qui vient dire ça, puis on va avoir quelque chose comme comment ça fait ça, genre une pesée comme on a par exemple en boxe ou en lutte. Je pense qu'on a quelque chose là. J'adore ça. J'aime tout de ça. Tout de ça. Faudrait que la triple menace soit engagée pour cet événement-là. Appelez-nous, on veut organiser ça. Ou tu fais juste, mettons, tu sais, parmi les 8 équipes qui vont se faire repêcher, puis t'as comme un représentant, t'as juste, mettons, un caméraman qui fait juste fixer le regard d'un joueur qui est fâché, puis qui est genre « Ah ouais, vous voulez nous choisir parce que vous nous considérez vraiment moins fort que tout le monde? » Puis tu vois juste les yeux comme LeBron James contre les Celtics, puis t'es genre « Ah, ça serait incroyable. » Incroyable. On a juste à prendre ceux du repêchage de la NFL qui filment les gars qui chutent au repêchage. Tu sais, comme l'année passée, quand Will Levis était sorti de la première ronde au complet, là, on prend ce gars-là qui l'avait filmé toute la soirée. Là. Ils sont super bons ceux de la NFL pour faire ça. Amenez-moi ça dans la LNH. Faites-moi un beau petit show avec ça. J'adore ça. Je tiens juste à rappeler. Dites-vous qu'on a fait un cas juste pour Shane Wright qui apparemment aurait regardé la table du Canadien quand il s'est fait repêcher au 4e rang. Imaginez ce qu'on peut faire avec un repêchage de séries éliminatoires. Puis lui-même avait dit non. Will Levis, je tiens à rappeler aussi aux auditeurs, et un joueur qui joue la position de corps arrière pour l'équipe de football professionnel de M. Félix ici, soit les Titans du Tennessee, les Kitties. Oh yes! La LPHF, dis-je bien, nous a aussi apporté une nouvelle affaire cette semaine, une espèce de politique anti-tanking, donc qui va peut-être punir les équipes qui vont s'arranger pour perdre le plus de matchs possible tout en faisant exprès. Donc, en quoi ça va consister un petit peu justement cette règle-là pour le monde à la maison? Je vais y aller vite. Dans le fond, la procédure qu'on amène dans la LPHF, à partir du moment où une équipe est éliminée, l'objectif, c'est de ramasser le plus de points possible pour aller éventuellement ramasser le premier choix. Parce que ça va être, dans le fond, les points suivant l'élimination. L'équipe qui a le plus de points va être l'équipe qui va obtenir le premier choix. Ça a été salué dans l'ensemble et j'avoue qu'il y a quand même une idée qui est intéressante, mais je vais amener 3 points qui me titillent un peu là-dedans parce que je vais me faire un peu l'avocat du diable. Il y a 3 choses que j'aime un peu moins. Premièrement, l'idée de prendre les points totaux. J'aime un peu moins ça parce que là, les équipes vont se forcer pour perdre en début de saison, puis après ça, pour commencer à arriver dans ce classement-là où est-ce qu'on est mathématiquement éliminé des séries, et après ça, on commence à ramasser plus de points parce qu'on a plus de matchs. Il y a quelque chose que j'aime un peu moins de ça. Deuxièmement, bonne chance pour convaincre les équipes éliminées de commencer à bien jouer pour repêcher ton remplaçant. C'est la même raison pour laquelle, mettons, au football, on ne fait pas un match entre les 2 pires équipes pour le premier choix. Et la troisième chose que j'aime un petit peu moins, la date limite des transactions va devenir très plate. Parce qu'à ce moment-là, plus personne a avantage à être vendeur. Les équipes qui sont moins bonnes vont vouloir garder leurs bons joueurs ou leurs bonnes joueuses dans le cas de la LPHF pour gagner ces matchs-là et gagner le premier choix. Si vous voulez, déjà que le 8 mars s'annonce pas pour être la journée la plus excitante de l'histoire de la LNH cette année de la date limite des transactions, imaginez si, admettons, le Canadien décidait de garder un gars comme Sean Monahan pour gagner des matchs pour aller chercher le premier choix. Pour moi, il y a quelque chose. L'idée est intéressante, mais il y a un petit quelque chose qui accroche. Le total de points, on peut juste mettre, mettons, le pourcentage de points ou quoi que ce soit, mais il y a un petit quelque chose qui accroche, puis j'aime l'idée, j'aime qu'on essaye quelque chose, mais peut-être à retravailler à certains niveaux, cette idée-là. Mais tu sais, en même temps, est-ce qu'on aura un jour une formule parfaite anti-tanking? C'est ça. Il y en aura jamais. Il y en aura jamais. Ça arrivera jamais. Moi, j'aime l'innovation, j'aime qu'on essaye. Ouais. Mais je fais juste dire qu'on est à quelques jours de la date limite des transactions. Et à date, mettons dans la Ligue nationale, si on prend ça comme exemple, il n'y a personne encore qui est éliminé. C'est ça. Mais, mais aussi, si on prenait le pourcentage de points, si, mettons, il y a une équipe qui est éliminée à 3 matchs de la fin de la saison, puis qui gagne le seul match après avoir été éliminé, puis un coefficient de 1000. Ouais, ben tu sais, tu y vas avec, mettons, un minimum de 5 ou 7 matchs joués après élimination.
Mettons quelque chose dans 5 ou 7 matchs, t'es dans la course aux séries tout le long, tu mérites pas le premier choix nécessairement. Mais encore là, ça devient des barèmes, ça devient du tillage un peu. C'est tellement compliqué à construire, surtout quand t'as des équipes ou des ligues, qui vont mettre en place comme politique, celle qu'on connaît la plus commune, c'est selon où tu vas te retrouver au classement, ça va être ton pourcentage de chance d'obtenir le premier choix. En ce moment, ça semble être la méthode la plus sûre, la plus la moins pire. Ouais. Mais voilà, c'est une science, le repêchage, puis ça, on le sait, là. Mais tu sais, en même temps, on essaie de transposer ça sur la Ligue nationale, qui est une ligue à 32 équipes. Ben voilà. La PWHL est une ligue à 6 équipes où il y a 2 équipes qui ne font pas les séries. Là. C'est ça. Ouais. Soyons ça peut être un terrain de jeu pour peut-être amener ça dans la Ligue nationale éventuellement, mais pour l'instant, c'est juste une ligue à 6 équipes. Allons-y avec ça, puis je suis curieux de voir ce que ça va faire. Je suis sûr que ça va être très intéressant. Je vais aussi donner le crédit, c'est vrai que ça va donner des matchs plus compétitifs en fin de saison. Ça, c'est vrai qu'à ce niveau-là, c'est intéressant. J'ai parlé de points négatifs, mais il y a quand même ce point-là. Là, toutes les équipes vont jouer pour quelque chose jusqu'à la fin, puis là, c'est vrai que sur la glace, ça va offrir un meilleur produit. Et pour une ligue qui essaie de se faire connaître comme la LPHF, je trouve que c'est une excellente idée de ne pas s'arranger pour qu'une équipe se mette à tanker en fin de saison, ça ruine un peu le produit. Ça, je suis d'accord que c'est une bonne idée à ce niveau-là pour une ligue comme ça. Exactement. Dans le fond, le produit spectacle de la chose, on veut que la Ligue soit en mesure de survivre. On veut qu'elle soit là pour encore un bon moment. Et c'est avec quelque chose de la sorte donnée, quelque chose qu'on va avoir envie de regarder. On va se transporter au niveau du baseball parce que le nom qui revenait beaucoup la semaine dernière dans les négociations d'agents libres, c'était le nom de Matt Chapman, qui ne sera pas de retour avec les Blue Jays de Toronto. Juste avant de revenir sur les Blue Jays, Matt Chapman a signé avec les Giants de San Francisco un contrat d'une durée de 3 ans et d'une valeur totale de 54 millions de dollars USD. Maintenant, on peut officiellement le dire. Là, je pense, on avait des soupçons. Matt Chapman était peut-être la petite chose à rescaper, mais là, on peut le dire officiellement. La saison morte des Blue Jays est un fiasco. Là je suis content. Ça fait 1 mois que je dis ça va pas bien. C'est un fiasco à n'en devenir. Mais là, je vais le dire officiellement, 3 mars, quand on enregistre ça, les Blue Jays ont foiré big time sur toute la ligne. Il n'y a rien qui a fonctionné cette saison morte à Toronto. Mais non, mais c'est pas vrai. Il y a quand même eu un après-midi où est-ce qu'on pensait tout que Shohei Ohtani s'en venait à Toronto. Quel après-midi ça a été, par exemple. Il y a quand même un après-midi où est-ce qu'on suivait tout un jet privé qui s'en venait peut-être à Toronto. Tu sais, il y a quand même eu ça. C'est le gros fait saillant de la saison morte des Jays, ce qui n'est pas un bon signe considérant qu'ils l'ont pas signé au final. Mais quand cette équipe-là qui voulait s'améliorer en arrive au point où est-ce qu'on remplace Matt Chapman par Isaiah Kiner-Falefa puis Brandon Belt par Justin Turner, ça vend pas exactement du rêve. Il y a quelque chose qui manque, puis on mise beaucoup sur « Ouais, mais nos gars vont se replacer et tout », puis c'est ordinaire un peu. Et je veux aussi en profiter pour... Bravo les Giants. Les Giants ont saisi cette chance-là, ont été vers Matt Chapman, et j'adore la saison morte des Giants. On a été chercher Young Holy, qui est directement de Corée, qui va être le premier frappeur. Matt Chapman et Aurel Soler aussi, qui va être le frappeur désigné. On a vraiment solidifié cette équipe-là. Et vraiment bravo aux Giants, qui ont aussi opté pour la structure du contrat, un peu comme on avait vu avec Cody Bellinger. Ils ont annoncé théoriquement un contrat de 1 an pour Matt Chapman, mais Mignon a quand même raison dans le sens où c'est un contrat de 3 ans, c'est juste que c'est des années d'option pour le joueur. Si Matt Chapman décide de sortir de son contrat après la première année, il peut redevenir joueur autonome, même chose après la 2e année. Fait que théoriquement, on annonce un contrat d'1 an, mais c'est effectivement un contrat de 3 ans sur papier avec 2 options pour le joueur. Vous savez ce qui est encore plus désastreux là-dedans, c'est que on avait des demandes salariales aussi du côté de Chapman. Oui. Les Blue Jays ont respecté ces demandes salariales-là. On a même on aurait apparemment donné une offre de contrat à Matt Chapman. Nope. Désigné Chief. On parlait de Noah Neffin tantôt qui ne veut pas signer au Canada. Matt Chapman n'en avait visiblement rien à foutre. Mais je pense pas qu'il y avait des restrictions géographiques comme ça dans le cas d'Neffin. Mais tu sais, on voyait... Tu sais, Matt Chapman, c'est à part Nolan Arenado et peut-être même Ke'Bryan Hayes du côté des Pirates de Pittsburgh, le meilleur joueur de 3e but défensif dans tout le baseball majeur. Ouais. Au bâton, c'est hot et c'est froid en même temps.
Il n'y a rien entre milieu. Ça peut être un mois, le gars frappe pour 375. Le deuxième mois, il frappe pour 215. Il n'y a jamais de milieu. Ça va être à retravailler de ce côté-là. Mais moi, ce que j'aime du côté des Giants, et ça, c'est une statistique que j'aime beaucoup dans le côté du baseball majeur, c'est que depuis, je me souviens plus de l'année exacte, mais je pense que ça fait quasiment 20 ans de ça, il n'y a eu aucun frappeur de 30 circuits chez les Giants. Je pense depuis Barry Bonds. Ouais, ça a de l'allure. Ouais. Ça fait depuis quasiment une vingtaine d'années que les Giants n'ont pas eu un gars qui a frappé 30 circuits en une saison. Il faut dire aussi que Oracle Park, le domicile des Giants, n'est pas un stade qui est très reconnu pour avantager les frappeurs. C'est beaucoup un stade qui avantage les lanceurs de ce côté-là, mais quand même à ça, on n'a jamais eu de frappeurs de puissance autant que cette année. Et si tu ajoutes Jorge Soler et John Hooley à travers ça, hey! On va peut-être rivaliser pour peut-être le deuxième rang de la division avec les Diamondbacks de l'Arizona. Sait-on jamais. Mais c'est ça que j'aime aussi. On a vu les Dodgers aller chercher un gros club. On a vu les Diamondbacks aller en série mondiale l'année passée et bonifier leur club avec des Eugenio Suarez, des Eduardo Rodriguez et tout. Et malgré tout, les Giants se sont dit non, c'est pas vrai, on se laissera pas juste marcher ses pieds. On va essayer d'être compétitif dans cette division-là. Et pendant ce temps-là, tu as les Padres qui, d'autres, ont perdu Juan Soto et qui vont essayer de le remplacer un peu avec les moyens du bord. Mais aussi, je pense que le lien qui. Tu sais, tu parlais un peu de Toronto, les restrictions géographiques. Je pense qu'il y a un lien aussi qu'il faut faire avec Bob Melvin, qui a été le gérant de Matt Chapman à Oakland et qui est rendu le gérant des Giants à San Francisco. A peut-être juste voulu aller chercher son gars. Peut-être que Matt Chapman voulait retourner avec Bob Melvin aussi. Et c'est pour ça un peu aussi le lien avec Blake Snell, qui était à San Diego avec Bob Melvin l'an passé. Si Bob Melvin avait vraiment voulu Blake Snell, ça se serait déjà fait. Mais visiblement, il voulait Matt Chapman. On a été chez Matt Chapman et là, il reste à voir où vont aller Blake Snell et Jordan Montgomery, qui sont les deux derniers gros noms sur le marché, deux lanceurs partants qui vont solidifier la rotation avec laquelle ils vont éventuellement finir par signer s'ils peuvent signer un jour. On entend les Phillies de Philadelphie dans les derniers jours pour Blake Snell, mais confirmé la dernière fois qu'un joueur des Giants a frappé 30 circuits en une saison, c'est 2004. Barry Bonds. C'est Barry Bonds, ouais. Fait que depuis quasiment une vingtaine d'années, on n'a jamais vu un frappeur frapper 30 circuits du côté des Giants. Et même l'édition frauduleuse de 2021 des Giants de San Francisco n'a jamais réussi à faire 30 circuits. Et cette équipe-là... Ils ont quand même gagné 3 séries mondiales. Hein? Ils ont gagné 2010, 2012, 2014 sans un frappeur de 30 circuits les 3 fois. Tu sais, des gars comme Pablo Sandoval, Buster Posey, même Brandon Crawford, puis toute cette gang-là, jamais 30 circuits, jamais. Non. Hunter Penn, jamais. C'est il y a eu des bons frappeurs. Là. Ah oui, non, des bons frappeurs. C'est juste que malheureusement, on joue dans un stade qui avantage les lanceurs de ce côté-là. Ouais, exactement. Les camps d'entraînement continuent en ce moment, puis belle petite histoire d'ici, parce que Édouard Julien, qui évolue présentement avec les Twins du Minnesota, connaît un Christy de bon camp d'entraînement. Oui. Et on lisait notamment de son côté que une grosse lacune qu'il y avait dans son jeu au bâton, c'était contre les lanceurs gauchers. Maintenant, il dit avoir apporté bien des ajustements pour pallier à ça et qui a quand même connu une excellente saison recrue au bâton. Et puis là, Édouard Julien s'impose comme un joueur à surveiller dans ce camp d'entraînement. Là. Édouard Julien, qui, on le rappelle, l'année passée n'a pas commencé l'année dans les majeurs. Avant le début de la saison, la MLB faisait comme son top 10 de chaque joueur à chaque position. Édouard Julien était 8e de toute la MLB pour les joueurs de deuxième but. C'est fascinant à quel point il a grimpé les échelons à une vitesse complètement folle. Et là, cette année, les Twins ont donné un énorme vote de confiance. Jorge Polanco, qui est un joueur qui est là depuis très longtemps, on l'échange aux Mariners. On montre clairement que Julien fait partie des plans de cette équipe-là. Le problème avec les Twins, c'est qu'on a énormément de joueurs d'avant-champ. Parce qu'en plus d'Édouard Julien, on a Carlos Correa et on a Royce Lewis, 3 gars que tu dois trouver de la place dans l'alignement pour ces gars-là. La bonne nouvelle, c'est que... Et on a aussi un gros espoir qui est Brooks Lee, qui va éventuellement arriver, qui gagne des points au camp d'entraînement et on pense l'amener dans les majeurs cette année. Ça fait beaucoup de gars et Édouard Julien a trouvé la solution. Il s'entraîne au premier but et on va essayer... les Twins vont essayer de le garder un peu au premier but. On va le voir au deuxième but, on va le voir frappeur désigné, mais on veut tellement mettre son bâton dans l'alignement qu'on a incité le gars à apprendre à jouer au premier but.
c'est un gros vote de confiance. Et au Minnesota, on aime beaucoup Édouard Julien. C'est vraiment une très, très belle histoire. Comment ça n'a jamais été un énorme espoir, mais tranquillement, il gravit les échelons et tout. L'année passée, il est arrivé, il s'est mis à frapper comme s'il n'y avait pas de lendemain. Et là, cette année, a vraiment l'air d'un gars qui va encore avoir une grosse saison. Et ce gars-là représente le Québec Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un gars qui représente aussi bien le Québec dans la MLB. Et honnêtement, on peut en être très, très fier. J'essaie de penser, là, c'est qui le dernier qu'on peut dire qui a représenté le Québec à un si haut niveau? Moi, le premier qui me vient en tête, c'est bien sûr Éric Gagné, mais est-ce que c'est Éric Gagné? Il y a eu des gars comme Philippe Aumont. Philippe Aumont a une belle petite carrière, puis il y en a d'autres, même Abraham Taureau qui a eu quelques bons moments. On a des Jason Terrien qui a lancé dans les majeurs aussi. Il y en a eu beaucoup des Québécois et tout, mais aussi bon que ça, je pense que ça remonte à Éric Gagné. En tout respect pour tous les autres. Là. Puis je regarde ça du côté d'Édouard Julien, c'est que sa plus grande force au bâton, c'est un gars qui ne chasse pas les tirs en dehors de la zone. Très, très, très discipliné. C'était même considéré par les statistiques avancées comme le meilleur frappeur de tous les majeurs pour ce qui est du pourcentage le pourcentage de fois où un frappeur va essayer d'étirer un peu la zone des prises pour aller chercher une balle qui est peut-être à l'extérieur. Donc, Édouard Julien, s'il peut être capable de garder cette discipline au bâton et d'aller chercher des buts sur balle comme il est capable de le faire, ça pour un club comme les Twins du Minnesota qui sont pas contenders sur papier, mais qui peut aisément gagner une division centrale de l'américaine qui n'est pas la plus forte non plus. C'est un gros atout qu'il peut amener pour cette équipe-là. Durant sa saison recrue, Édouard Julien, c'est 16 coups de circuit avec une moyenne de .263 au bâton. En ce moment, pendant les camps d'entraînement, c'est 13 présences au bâton et on parle d'une moyenne de .462, donc 46%, si on veut rendre ça un peu plus précis au lieu d'utiliser 0 point, chiffre. Tellement compliqué. On fait ça compliqué pour rien au baseball, pour de vrai. Ah, non, c'est beau un 0-3 chiffres. C'est vraiment beau. Les gars, on n'est pas des gars de mathématiques anyways. C'est pas à nous. Au baseball, il y a une mathématique du baseball que j'aime. Tu vois, j'aime ça, les chiffres de balles. C'est beau. C'est beau avoir 3 chiffres avec 2 barres obliques, puis ça dit tout ce que tu as besoin de savoir. J'adore ça. Je trouve ça beau. Moi, j'aime juste Mio qui bâche la manière quand on calcule la moyenne au bâton baseball, puis t'as comme le pourcentage d'efficacité des gardiens dans la NH qui est genre .952. Ouais, non, même. C'est pas mieux. Personne ça, parle de moi, c'est correct. Moi, je fais mes petites affaires. Non. Le jour viendra que ça va être au hockey. Peut-être sujet pour ce qui est du perron d'église. Si on a des statistiques loufoques qu'on veut effacer, là, on peut venir jaser de ça avec nous. Puis justement, tant qu'à être sur le sujet, Pop, où est-ce que le monde ils peuvent nous envoyer ces petites questions-là? Écoute, si vous voulez participer au perron d'église, c'est pas compliqué. On a un groupe Facebook. Les super fans des Tigers de Guangdong, si vous voulez déconner, envoyer des memes, envoyer des opinions complètement scandaleuses. Nous, on prend ça en note, on vous lit, on a du fun. On a aussi nos pages Twitter personnelles respectives aussi. Pour Félix, F Forget _LTM, Emilio qui est I'm Emile et moi P _O Poulain sur Twitter. Vous pouvez tous nous suivre. Si vous voulez suggérer des sujets, que ce soit même pas relié au sport, là, vous pouvez nous demander notre verset préféré dans la Bible. On va vous répondre. Je pourrais pas te le donner. Moi, je te dirais que c'est Austin 3:16, mais je doute que ce soit officiellement dans la Bible. Je doute que ce soit dans la Bible. Mes sources sauront à reconfirmer de ce côté-là. Mais si vous voulez des questions loufoques de même, on va vous répondre n'importe quand. N'importe quand. Je pense que t'as fait ma soirée avec ça. C'est 300. Je suis pas un grand fan de lutte, mais mon Dieu que je la connaissais là, les t-shirts, je les ai vus partout. Oh boy. Hey, les boys, on va se transporter du côté de la NBA. En fait, du basketball en général, parce que on en a parlé, et probablement l'une des athlètes les plus impressionnantes au niveau collégial, Caitlin Clark, qui officiellement a atteint
détient le nouveau record du plus grand nombre de points marqués au basketball féminin collégial. Donc, elle a eu ça sur un lancer franc. Donc, tout le monde a pu savourer le moment, les applaudissements à son summum. Et non seulement en plus de ça, mais on discutait un petit peu là-dessus sur le podcast la semaine dernière, Félix et moi précisément. Et bon, on entend quelques jours plus tard que Caitlin Clark a déclaré qu'elle allait être du repêchage de la WNBA. Oui, monsieur, let's go! Et maintenant, ça répond à la dernière question qu'on avait. On s'était dit, c'est même pas une question à quel rang elle va se faire repêcher, mais plus quand, si c'était cette saison, si ça allait être la saison prochaine. C'est officiel, Caitlin Clark sera du repêchage de la WNBA. Et à noter quand même que le Fever d'Indiana a le premier choix. Donc, du côté, je pense, du management en Indiana, on se rub les mains un petit peu, là. Oui, ils sont déjà... Sérieusement, aujourd'hui, ils ont déjà fait un post sur Twitter pour féliciter Caitlin Clark d'avoir battu le record de Pete. C'est vraiment... On est déjà en train de le vendre. Les maillots sont pas déjà disponibles sur le site, mais c'est tout comme quasiment rendu là. Et on doit permettre les maillots custom pour pouvoir déjà se faire des maillots de Caitlin Clark. Et c'est quand même cool pour elle qu'elle ait battu le record de Pete Maravich, parce qu'elle expliquait plus tôt aujourd'hui que... quand elle grandissait, son surnom était littéralement Ponytail Pete, dans le sens, en lien avec sa queue de cheval pis tout, pis de Pete Maravich. C'est quand même une histoire cool que c'est soit elle qui a fini par battre le record. On sait déjà, son nom est déjà sur le parquet à Iowa, c'est déjà une rockstar. Il n'y a aucun doute qu'elle va être la première joueuse repêchée au prochain repêchage. Et immédiatement, elle va devenir une grande ambassadrice pour cette ligue-là. Il y a un grand engouement autour d'elle et c'est beau de voir ça. Ça rappelle un peu quand Sabrina Ionescu était au collégial aussi avec Oregon. C'est un peu le même genre d'engouement qu'on voit. Puis tout le monde sait que ça va être la première joueuse repêchée. Et j'aime ça qu'il y ait des joueuses comme ça, des icônes pour la WNBA. Ça aide à faire grandir le sport. Puis je trouve ça vraiment le fun. Et Caitlin Clark qui va s'inscrire dans cette lignée-là. Et pour moi, il n'y a absolument aucun doute qu'elle va connaître une très très grande carrière au sein de cette ligue-là. Au point même où je me dis qu'elle pourrait être capable de tenir son bout dans l'NBA. C'est direct là où je m'en allais. Est-ce que les Pistons de Détroit pourraient s'essayer pour aller la repêcher? Ça serait immensément drôle. Je pense même plus... Je vais même étendre ça. Je pense que les Pistons et l'état-major s'arrachent les cheveux qu'ils peuvent pas repêcher Caitlin Clark. Parce que calisse que t'en aurais besoin. Mais bon. Dans le cas de Clark, si on se dirige du côté de l'Indiana, on viendrait rejoindre Aliyah Boston qui a été la première repêchée au repêchage de 2023 de la WNBA, a été une All-Star à sa première saison chez les professionnels, donc au poste de pivot, et a aussi gagné quand même recrue de l'année, toujours tu le mentionné, donc ça cook du côté d'Indiana. Ils sont en train de cuisiner, là. Je pense pas qu'on va être encore en mesure de rivaliser avec le Liberty de New York et les Aces de Vegas, mais on construit quelque chose, puis c'est le fun. On a enfin encore du bon engouement vers la WNBA qui continue à se faire. Puis en ce moment, je souris comme un gros gaga. Là. J'ai hâte, c'est le fun. Puis, on a eu tellement d'engouement. Excuse-moi, Pop, là. Juste finir mon édition. Oui, vas-y. on a tellement un bon engouement la saison dernière dans la WNBA avec les Aces de Vegas et le Liberty de New York qui étaient nez à nez dans cette course jusqu'au championnat. Et puis après ça, c'était la course en NBA entre Brianna Stewart et A'ja Wilson. Finalement, on l'a donné à Brianna Stewart pour avoir brisé tous les records de points marqués. Je suis content. J'ai hâte de pouvoir en parler avec notre grand chum Dominique Guilner aussi, qui est un grand fan de WNBA aussi. Fin de mon éditorial, Pop, je te repense ça. Je vais juste rajouter une petite parenthèse. Moi, je suis content que ce soit un club de petit marché, je vais mettre ça entre guillemets, qui va avoir un talent comme ça. Moi, si on m'avait... Si Caitlin Clark s'en allait genre à New York ou Los Angeles, ok, oui, pour l'attention de la ligue, puis pour les médias, puis tout ça, ça serait numéro 1. Mais comme fan, t'es comme, tu sais, on blase beaucoup ESPN qui parle beaucoup des Cowboys puis des Lakers de Los Angeles parce que marché, la démographique, il y a plus de population, je comprends, mais
quand tu as un réseau national, essaye le plus possible de redistribuer l'attention sur tous les marchés. Et si ça peut amener quelque chose en Indiana, let's fucking go. Attends, t'es-tu en train de dire que ESPN parle beaucoup de LeBron James? Non, mais tu parles de petit marché, puis en même temps, t'as Anthony Edwards qui est une jeune vedette qui joue au Minnesota. Et qui, cette semaine, a littéralement dit les voteurs du All Defense devraient commencer à regarder les matchs parce que je mérite de l'attention. Et je suis pas en train de dire qu'Anthony Edwards mérite de gagner ce titre. Ministère de la propagande du Minnesota. Mais tu sais, tu regardes ça, puis il y a un point quand même. C'est vrai que ces équipes-là, on n'en parle pas assez, même s'ils ont des bons jeunes joueurs. Tu sais, si tu regardes, mettons, les Pacers, on parle encore d'Indiana. Tyrese Haliburton a tellement une belle saison, puis on en entend tellement pas parler. Puis j'entends plus parler de ce que LeBron James met dans ses céréales que chez Gilgeous-Alexander, qui est tellement bon qu'il va peut-être gagner le MVP cette année. Parlez-moi plus de ces gars-là. Laissez faire ce que LeBron James mange dans ses céréales. Je m'en sac de ce qu'il met dans ses céréales, LeBron James. Moi, je fais juste dire que j'avais collé SGA comme MVP au début de la saison. Moi, je fais juste dire ça. C'est vrai. À date, t'as raison. C'est fort. T'as raison, Pop, à date. Ça serait comme ta seule bonne prédiction depuis qu'on a commencé. Ça lui rien quand les ça, c'est méchant! J'allais être gentil puis dire depuis le début de la triple menace, mais Félix, t'as osé... Non, moi, je t'allais plus loin. T'as osé étendre ça. Hey, à quoi tu parlais de LeBron James, quand même, shout-out LeBron James cette saison. En fait, cette saison a atteint officiellement le 40 000 points marqués en carrière. Le seul joueur dans la NBA à l'avoir fait, soit dit en passant. Ce qui m'amène aussi maintenant à deux petits sujets. En fait, un sujet et demi, mettons. Parce qu'on va préparer quelque chose de spécial. Mais cette semaine, Joe, du côté d'ESPN, en fait, on sort que Joe Dumars a parlé avec le réseau et la question était vraiment de mise. Est-ce que les offensives en NBA sont trop avantagées? Puis, il y a quand même matière, il y a comme du bon stock à checker quand tu vois autant d'entraîneurs-chefs qui chialent qui jasent devant les médias que, vous savez quoi? Peut-être qu'il y a trop de lancers francs. Et puis là, juste en janvier, tu as 4 joueurs qui ont marqué un minimum de 60 points. Karl Anthony Towns l'a fait. Il s'est même fait bencher, by the way. Devin Booker. Oui. Devin Booker l'a fait. Luka Doncic, 73 points. Et puis là, du côté de Joe Dumars, on fait, tu sais quoi? Puis on fait quand même attention de ce côté-là avec Dumars. On se dit, on est conscient, mais on va faire nos recherches. Puis c'est sûr que ça va pas se donner sur le dos de faits anecdotiques et Nicolas Batum qui dit juste que, tu sais quoi, 70, c'est le nouveau 50. Il y a des recherches à faire là-dessus. Qu'est-ce qu'on va apporter comme modification si on conclut... Je ne dirais pas quand on va conclure que les offensives sont trop avantagées en NBA. Je suis un petit peu curieux. Qu'est-ce qu'on peut faire de ce côté-ci. Écoute, ce qu'on peut faire, pour moi, il y a une solution, mais tu sais, je reviens dans 2 secondes. Tu sais, tu regardes, aujourd'hui, je prends l'exemple, le match Timberwolves-Clippers, OK? Ça a fini 88-81, je pense. Tu regardes un match de finale des années 2000, Pistons-Lakers, par exemple. Là. Les années avec Chauncey Billups, les frères Wallace, les frères Wallace, les Wallace et tout. Un match normal, ça finissait de même. Là, maintenant, c'est... Hey, les Timberwolves Clippers d'aujourd'hui, là, les deux équipes étaient incapables d'acheter un panier pour sauver leur vie, OK? Pendant ce temps-là, le match normal, l'autre base, ça finissait à 88-81. Il y a vraiment un débalancement qui s'est fait. Et une partie de la solution, pour moi, c'est peut-être le 3 secondes défensif qu'on peut enlever. Le gars qui est pas obligé de rester dans... Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'un joueur ne peut pas rester plus que 3 secondes dans sa propre bouteille, il doit quitter et revenir ça, après. c'est juste en NBA, by the way. Ça, c'est juste en NBA, oui. Et pour moi, c'est quelque chose qu'il va peut-être falloir changer éventuellement. Et si ça devait arriver, on voit déjà des gars comme Rudy Gobert et Victor Wembanyama. C'est ça, je m'en allais avec ça. Tu veux vraiment que Rudy Gobert gagne? Écoute, en tant que fan des Timberwolves, ça me dérange pas que Rudy Gobert soit meilleur, là. Mais tu sais, tu regardes ça, faut que tu coupes à quelque part. Pour moi, c'est peut-être le changement qui est le plus facile. Peut-être que, tu sais, à la limite, mettons, tu le prolonges à 7-8 secondes, tu sais, c'est long, mais faut rendre le fait de marquer des points plus difficile parce que c'est vrai qu'avant, 50 points, c'était quelque chose, là. Corey Brewer a marqué 50 points à un moment donné, puis c'était le 50 points le plus weird de l'histoire, puis tout le monde en parle encore aujourd'hui. Là, à ce temps, un gars fait 50 points, c'est comme,
OK. T'sais, Sadiq Bey a marqué 50 points. Sadiq Bey a marqué 50 points. Tout le monde marque 50 points à Star. Corey Brewer l'avait fait une fois, tout le monde capotait. Mais là, Sadiq Bey, on l'oublie dans toute la vague de 50 points qui se font depuis ce temps-là. Et je m'excuse, mais Nicolas Batum a un bon point. C'est vrai que 70, c'est le nouveau 50. Les gars marquent tellement de points maintenant. Et je pense qu'il faut trouver un moyen de couper. Pour moi, le 3 secondes défensif, c'est peut-être la meilleure chose à faire. Et peut-être enlever les 257 millions de lancers francs par match. Pour 2 raisons. 1, diminuer l'attaque. Et de 2, garder le rythme. Seigneur, des fois, ça devient long avec juste on va faire 27 fautes, on va envoyer les gars faire des lancers francs. Interminable. Garde-moi un rythme, enlève-moi ces lancers francs-là, diminue un peu la fréquence des fautes. Ça va bien. Imagine que toutes les équipes, c'est les Lakers. Ça va vraiment diminuer les fautes. La Lakers Stacks, moi, je fais juste dire que Joel Embiid est probablement en train de te rechercher pour t'éliminer pour avoir dit une affaire comme ça. T'es sur la watchlist de Joel Embiid en ce moment. Ah, il a besoin de ses lancers francs. Vous savez quoi? Moi, je disais qu'est-ce qu'on ferait, mais j'ai une petite idée. J'ai quelque chose là. Okay. Ici, pour les défensifs, ici, on dit comme, OK, on va faire ça. On va aider le jeu défensif. Félix t'a parlé du 3 secondes dans la bouteille. Ouais. Ici, on ramenait le hand check. Ah ben oui, mais ça, c'est la solution populaire. Si on ramenait le hand check. Quelque chose qui est vraiment emblématique du basketball des années 90, et la raison pourquoi on dit que c'était plus difficile de marquer, c'est que le joueur défensif avait littéralement une main sur ton corps. On le fait au hockey. Un truc très populaire qu'on fait en tant que défenseur, c'est de mettre la main sur le dos du joueur et on est capable de sentir un petit peu de quel côté le joueur offensif tourne son dos. On pourrait faire la même chose au basket, là, je veux dire. Je pense qu'il y a matière à quelque chose là-dessus. Puis quand l'arme, justement, les joueurs sont tellement bons offensivement et ça donne justement beaucoup de joueurs en situation d'isolement qui sont incroyables. Puis tu as parlé d'Anthony Edwards et Shai Gilgeous-Alexander. C'est 2 joueurs qui opèrent tellement bien avec le ballon dans les mains. On les laisse tout seuls. Le tir en fadeaway, c'est quelque chose qui pourrait bénéficier, sur le côté défensif du moins, on pourrait bénéficier d'un handcheck sur ça. On pourrait bénéficier du handcheck pas mal n'importe où, en fait, en défensif, mais je pense justement à des situations d'isolement. Je pense qu'il y a matière à quelque chose là-dessus, là. Il y a ça, puis il y a aussi le fait que maintenant, tu sais, les systèmes offensifs sont tellement axés sur le 3 points qu'éventuellement, c'est sûr qu'on en réussit peut-être moins, mais on marque plus de points tout le temps. Puis la philosophie offensive va changer aussi depuis ça. Là. Dans le temps des 3 points, tu avais Kyle Korver qui en essayait 4 par match, tout le monde capotait. Et là, à Star, un gars en essaye 6 par game. Devin Booker, il en essaye 6 par match. Aussi, il est plus capable d'en réussir un, mais ça ne empêche pas d'en essayer 27. Les gars, c'est tellement souvent à 3 points maintenant. Faut essayer de peut-être ralentir ça, mais tu peux pas changer ça. Fait qu'essayer peut-être d'agrandir la ligne à 3 points. Il y a des solutions, puis c'est de voir comment on veut essayer d'instaurer ça dans la ligne. C'est une ligne de 4 points. Ben, c'est ça, je m'en allais là-dessus. On a essayé il y a quelques années, durant le match des célébrités, on avait installé une ligne à 4 points, puis Ray Allen, il s'est gâté là, pendant cet événement-là. Fait que ça va définitivement être surveillé du côté de la NBA. Moi, je suis très triste quand même niveau basketball cette semaine parce que déjà, comme ça allait pas déjà mal avec les Raptors, ben là, Scottie Barnes s'est fracturé la main, puis... C'est officiel, cette saison des Raptors est un désastre. C'est over, là. C'est get good, kid, puis reviens l'année prochaine. Non, parce que je pense que, tu sais, Scottie Barnes, on parle de 3 à 6 semaines ou 4 à 8. Quelque chose entre 3 et 8 semaines, mais il reste 6 semaines à la saison. L'équipe ne fera pas les séries, puis notre choix de première ronde est protégé top 6. Pourquoi tu ramènerais Scottie Barnes? Le ramener trop vite, le risquer. Tu sais, en même temps, la même soirée, tu as Russell Westbrook qui s'est lui aussi fracturé la main. Je sais pas, il y avait quoi dans l'air cette journée-là, mais 2 gars qui se brisent la main dans la même soirée dans NBA, c'est pas arrivé souvent, je pense. Et t'as Russell Westbrook. Puis t'as Trae Young aussi qui s'était fracturé la main une couple de jours avant. Ces temps-ci, c'est une épidémie de mains cassées dans la NBA. Puis, tu sais, mais je pense que Scottie Barnes, c'est un cas particulier parce que son équipe est pas dans la course. Théoriquement, elle est encore dans la course aux séries, mais les Raptors sont pas vraiment dans la course aux séries. C'est fini. C'est fini.
Fait que rendu là, pense à la saison prochaine, pense à 2024-2025 et repose Cody Barnes, ramène-le l'an prochain. Il n'y a pas de stress. Comme on avait fait avec Cole Caulfield l'an passé, opère-le en plein milieu de la saison, pense à la prochaine saison. Laisse faire le ramener. Ça donne. Comme dirait un grand chansonnier, il y avait définitivement quelque chose dans l'air cette soirée-là. Et tout le monde c'est... Oui, merci, Pop. Ça ressemble pas exactement, en fait, à ça, la batterie sur la chanson. C'est close enough. Pour ceux qui n'avaient pas reconnu, on parlait de Phil Collins, In the Air Tonight, grande chanson populaire chez la génération d'antan. Presque pop, en fait. Presque moi. Presque moi. On va terminer vite sur le football. On a quelques petites nouvelles, heureusement. Il n'y a pas comme 8 heures de football sur le programme comme on avait dans les derniers mois. Mais quelque chose qui est super drôle. Il va en avoir 7,5. Ouais, exact. quelque chose qui est sorti cette semaine puis qui est super drôle, c'est le sondage de l'Association des joueurs de la NFL. Et on en a eu les résultats, puis on en a quelques-uns qu'on veut partager avec vous, notamment les Chiefs de Kansas City auraient, selon ce sondage, le pire propriétaire de la ligue. Mis en plus de ça, on sait même pas. On gagne à Kansas City, on a un bon produit sur le terrain, on a un personnel d'entraîneurs hors pair et on se fait quand même dire qu'on a le pire proprio et en plus que l'équipe a de la misère à savoir c'est quoi son plan pour son stade. On ne sait pas quoi faire avec Arrowhead. Ouais. Juste mettre en contexte un peu parce que le sondage, dans le fond, c'est les joueurs eux-mêmes qui le remplissent sur leur propre équipe. En plus. Fait on sait pas qui sont les joueurs parce que c'est pas tous les joueurs qui y prennent part, mais les joueurs des Chiefs sont prononcés sur les Chiefs et tout, puis c'est comme ça pour les 32 équipes. Et dans ce sondage-là, parlant des Chiefs, les propriétaires sont évalués sur à quel point ils sont prêts à investir dans leur équipe. C'est le critère principal. Et les Chiefs, on a appris dans ce sondage-là que ça fait quelques années que les Chiefs sont vraiment bons et tout. C'est seulement cette année qu'on a donné des chaises individuelles à chaque joueur dans le vestiaire. C'est seulement cette année qu'il y a eu des chaises individuelles. C'est grave. C'est grave. Cette équipe-là n'était pas capable de s'acheter des chaises pliantes à 30$. Vraiment. C'est scandaleux. Mais, ça n'a pas de bon sens. Mais est capable de payer 502 millions de dollars en salaire à Patrick Mahomes, par exemple. Il faut que tu coupes à quelque part, j'imagine, mais ça n'a pas de bon sens. Hey, je pensais qu'on avait juste coupé d'un receveur de passe, mais non, on a aussi coupé des chaises individuelles dans le vestiaire. J'en reviens juste pas. Pourrais j'en reviens pas. Parmi ce qu'on mentionne aussi dans ce sondage, la popularité de Bill Belichick et les Patriots. OK, Bill Belichick n'est plus avec les Patriots, on sait, mais la popularité de ces deux entités du football est à la baisse, les gars. Là. Oui. C'est tough. C'est tough. Puis, une équipe, justement, une organisation comme les Patriots, qui est l'une des équipes qui a la plus grande valeur, puis là, je parle vraiment dans le monde, là, c'est une des équipes qui vaut le plus, puis pourtant, il y a rien qui va, non seulement le produit football, mais je ne sais même plus par où commencer avec ces Patriotes-là là, pour reconstruire cette équipe. On n'a plus notre entraîneur-chef Bill Belichick. On ne sait plus dans quelle direction on s'en va. On veut peut-être se défaire de Mac Jones. Il n'y a plus rien qui va chez les Patriotes. Là. Même Robert Kraft passe au tordeur dans ce sondage-là. Tout passe au tordeur dans le sondage. C'est fou de voir quand même. Tu sais, avant, il y avait comme le Patriot Way, puis tout marchait bien. C'était le standard que toutes les équipes voulaient copier. Et là, on réalise que les joueurs... Il y en a un autre standard plus haut que ça que les Patriotes. Laisse-moi tranquille avec les Steelers. Ils sont pas mis dans le sondage. Le standard. T'as le deuxième P propriétaire de la ligue après celui des Chiefs, Mio, c'est pas mieux. Je sais, mais la mise en place de ce proprio-là, c'était malheureusement un accident, puis c'était circonstance de décès de M. Rooney, mais bon, ça c'est un autre sujet pour un autre jour. Ben, pour revenir au Pats, il y a des défauts un peu partout, puis souvent c'est ça qui est le fun de ces sondages-là, c'est que ça illustre peut-être des problèmes qu'on voit moins, tu sais, mettons, l'état des vestiaires, l'état de la cafétéria, et ça j'ai hâte de parler des Bengals, mais tu regardes, c'est vraiment des choses que tu te dis, t'assumes que c'est réglé, mais hey, les Chargers de Los Angeles
charge 75$ par jour de garderie, 50$ pour les enfants supplémentaires. Je comprends que pour une personne, tu sais, avec les salaires qu'ils font pis tout, mais voyons que c'est pas déjà... Comment tu veux attirer des joueurs sans offrir des services de base comme ça? T'es une organisation multimillionnaire, multimilliardaire. T'es pas capable d'offrir ça. Ça me jette sur le cul. Ça me jette sur le cul. Et les Bengals, Nio, je vais te laisser nous envoyer ces Bengals, là, mais les Bengals, c'est ceux qui m'ont le plus scandalisé de tout le sondage. C'est même bon. Non, les Bengals, pour de vrai, c'est très désastreux. Juste avant d'aller aux Bengals, par contre, moi, c'est les Commanders qui ont retenu mon attention. Oh, oui, 32 comme toujours. Oui, mais tu sais, moi, c'est juste de noter à quel point Washington est toujours tout pourri dans tout. Puis, ça m'amène aussi justement à la raison pour laquelle je veux vraiment parler des Commanders, là. Je suis même pas capable. On a dénoté de multiples. Puis là, je dis bien vraiment, là, je mets l'accent là-dessus. Là, multiples problèmes d'égout. Puis je veux dire, tu sais, c'est pas comme un petit écoulement d'eau ou un toit qui coule ou. Non, c'est ça. Non, c'est multiples problèmes. C'est terrible. C'est comme un proprio qui est pas capable de payer ou pas capable de faire des travaux dans son appartement, là. Puis tu sais, tu regardes ça, on sait que le stade est en décrépitude. On a littéralement vu une barricade passer proche de blesser Jalen Hurts il y a quelques années de ça. Le stade est pourri. Producer Ali, qui travaille avec nous autres, nous a dit qu'il a été et que le stade, je le cite, tient sur des cure-dents. Le nouveau propriétaire, on va quand même lui donner un peu de temps, Josh Harris qui est arrivé. Dan Snyder a laissé cette organisation-là dans un bordel incroyable. Le stade ne tient plus. Si je ne me trompe pas, FedEx a retiré son nom du stade. On a quitté 2 ans avant la fin du deal de commandite pour le nom du stade. C'est fou. Ce que Washington sont rendus à un... Je sais pas comment tu sors de là. Ça va prendre du temps, ça va prendre des investissements. Mais Seigneur, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. De multiples problèmes d'égout. Voyons donc. Voyons donc. Faut le faire quand même. Puis, oui, tu parlais des Bengals. On a reçu des belles notes pour ce qui est de tout ce qui est personnel, tout ce qui est par exemple, le conditionnement, tout ça va bien, mais vraiment, on dit F- dans le traitement des proches de la famille et de la nourriture. F-. Comment tu réussis à avoir un F-? Même en passant au cégep, je pourrais pas avoir un F-, là. F-, les Bengals, pour vous donner une idée de ce qui ressort un peu dans le sondage, moi, on m'avait déjà dit dans les années passées que le propriétaire des Bengals était notoire pour être cheap et que c'est peut-être pour ça qu'il n'allait pas être capable de garder le trio offensif de Joe Burrow, Ja'Marr Chase et T. Higgins. Le sondage est tellement violent. Les Bengals sont la seule équipe de la NFL qui n'a pas une diététicienne à temps plein, ou un diététicien, quelqu'un qui s'occupe de la diète des joueurs à temps plein. Les Bengals n'offrent pas une salle familiale aux joueurs. En fait, ce qu'on leur offre comme salle familiale, c'est une tente à l'extérieur. Il n'y a pas d'endroit pour se garder au chaud pendant les matchs. Non, on leur donne une tente à l'extérieur. Et la cafétéria n'est pas ouverte à tous les jours. Et on ne fait qu'offrir 3 mets par jour aux joueurs le mercredi. C'est tout. Et c'était pas le cas. Le mercredi, ça a commencé cette année. Mais les autres journées, c'est 1 ou 2, pas plus. Voyons donc! J'en ai une très spéciale pour vous. Tu sais, le meme Can't Get Shit in Detroit, là. Ouais. Vous savez qu'originalement, ce meme-là, c'était Can't Get Shit in Cincinnati, hein? Ils ont eu Joe Burrow. Non, mais là, oui, mais c'est ça. Mais comme, ce meme-là, c'est Can't Get Shit in Cincinnati, hein? Je veux dire, oui, on a Joe Burrow, mais là, tu es en train de penser, hey, Joe Burrow, tu sais quoi? Oui, tu sais, il a montré du bon, mais il commence surtout à montrer un petit historique de blessure un peu inquiétant.
Non, dis-le que tu le trouves frauduleux. Dis-le. Dis-le. Non, Arrête, respecte non, Joe il, Burrow. il est pas frauduleux. J'ai quand même dit sur ce podcast que c'est quand même le dernier espoir pour battre les Chiefs parce que même s'il est 3-1 puis il a subi la défaite dans le dernier face-à-face, c'est quand même le seul en qui j'ai confiance qui peut battre les Chiefs. mais moi, ce que je regarde, c'est on envoie une tente pour les familles des joueurs. J'espère que le monde savent que l'Ohio n'est pas la Floride, soit dit en passant. Ah, il fait froid puis il pleut. Justement, c'est ça qui est reproché. Il fait froid, il pleut tout le temps. C'est pas la Californie, là. C'est pas South Beach, là. Voyons. En fait, l'Ohio, c'est l'équivalent américain du Manitoba. Winnipeg est genre l'équivalent. C'est genre Winnipeg est l'équivalent canadien de Cincinnati, genre. Fait qu'imagine, genre. Cleveland existe quand même. Cleveland existe. J'espère que si on a des auditeurs au Manitoba, sachez qu'on vous aime. Je sais qu'on a parlé des Jets aussi il n'y a pas longtemps, mais on vous aime quand même. On vous aime. Quand même une petite mention aussi spéciale. Xavier Worthy a battu le record pour le 40-yard dash, donc compétition super populaire lors du combine de la NFL. Peu importe c'est quoi votre opinion sur ce concours-là. C'est quand même impressionnant de voir que le gars il est rapide. Puis aussi que t'as beaucoup de joueurs... Il a couru 4.21. 40 verges en 4.21 secondes. Le record, c'était 4.22 de John Ross. Puis, tu sais, normalement, quand les gars font un bon temps, tu sais, il a fait 4.25. Souvent, les gars arrêtent. Lui, il a fait non, je veux battre le record de John Ross. Et il est allé le chercher à 4.21. Bravo à Xavier Worthy qui, à 160 livres mouillés, va être il va être là pour attraper la longue passe. Ça va être le gros de sa carrière dans la NFL. Un peu comme un joueur qui a été joué à Pittsburgh. Antonio Brown, oui, c'est ça. Antonio Brown, c'est ça. Ça me fait penser. Non, je dis pas qu'il va être Antonio. J'ai pas dit qu'elle allait être Antonio Brown, mais Antonio Brown, c'était quelqu'un qui était. Je t'ai donné qui était très rapide. Il allait pas dans le milieu. Sauf que les seules fois qu'il allait dans le milieu, il se faisait détruire par Montez Burfict, par exemple. Ouais, il a rencontré Montez Burfict dans le milieu. Et Montez Burfict a rencontré Juju Smith-Schuster par après. Mais bon. Hey, les boys, on va se transporter du côté du perron d'église parce que on a quand même reçu des belles questions de votre part cette semaine. À commencer par Ébric Macias qui nous a envoyé ça sur Facebook. Donc, on parlait de LeBron James, on parlait de plein de points marqués, des offensives peut-être trop avantagées. Il pose la question. Verrons-on dans notre vie quelqu'un, un joueur, pourrait dépasser LeBron James en termes de points marqués? J'aime ça comme question parce que on parlait justement comme quoi les attaques sont trop avantagées et tout, puis dans l'état actuel des choses, c'est possible de croire à un gars qui va marquer 40 000 points. Je pense à un gars comme Luka Doncic, par exemple, qui est déjà bien parti, ou même un Victor Wembanyama qui est déjà dominant à un très jeune âge. Il y a des gars qui sont très bons pour marquer et tout, mais justement, là, on parle de peut-être retravailler sur la défense. Je pense qu'il va avoir éventuellement un autre cycle d'attaque. Là, je pense qu'on va arriver dans un cycle de défense. Puis, c'est souvent ça, les grandes ligues. Tu as des cycles de défense, des cycles d'attaque et tout. On l'a vu dans la LNH, notamment dans les 20-25 dernières années. Et je pense que la NBA va avoir un cycle plus défensif. Ça va peut-être ruiner les chances de gars comme Luka Doncic et tout. Mais, tu sais, LeBron James est arrivé au bon moment, est arrivé où est-ce que l'essor offensif commençait à arriver. On venait de quitter les années 90 où c'était du gros jeu défensif et on arrivait un peu vers le tournant l'ère du 3 points que je vais appeler dans la NBA. Mais je sais pas si ces gars-là vont être capables. 40 000, c'est énormément de points. Il y a des gars qui ont le talent pour le faire, mais je sais pas. Je vais dire que oui, mais je sais pas si ce gars-là est né en ce moment. C'est ce que je veux dire. Moi c'est pas compliqué, ça sera un non. Catégorique, il n'y a aucun autre joueur qui va faire ça. Oh, j'aime ça. La seule affaire, par exemple, c'est qu'on dans les dernières décennies, quand on voyait, mettons, des Bob Pettit, Kareem Abdul-Jabbar, on disait tout le temps, ce sera personne d'autre va battre ce record-là. C'est un record qui ne sera jamais battu de notre vivant, ça ne sera jamais le cas. Ouais. Qu'est-ce qui fait en sorte que LeBron James fait en sorte que ce record, lui, ne sera jamais dépassé? En tout cas, moi, je fais juste dire que LeBron James, qui en est à sa 21e saison dans la NBA et qui est sur une streak active
de plus de 1200 matchs consécutifs avec au moins 10 points vient juste... On parle pas de la finale de 2011, on n'en parle pas de celle-là. On s'en fout, ça compte pas. Ça compte pas. Ça compte pas. Ça compte aucunement. Je ferais juste remarquer que LeBron James, qui est en est à sa 21e saison dans la NBA, a 25 points par match cette saison. Ouais. Sors-moi quelqu'un, qui va jouer 21 saisons. Je pense que, je sais plus le chiffre exact, mais ça se compte sur 2 mains, le nombre de personnes qui, a joué 21 saisons. Ouais. Et tous ceux, à part LeBron James, faisaient 6 à 7 points par match. Ça prend un talent de marqueur élite, historique. Ça prend une longévité et ça prend de l'adaptation pour survivre justement à ces changements dans l'NBA parce que oui, LeBron James a vécu un peu le tournant offensif, mais ce tournant offensif-là est arrivé quoi? Sa 12e, 13e saison dans l'NBA quand Steph Curry a vraiment commencé à rentrer dans son prime. Mettons, disons 2013-14, mettons. Ouais, 13-14. Tu sais, quand ça faisait déjà 10 ans qu'il était dans la ligue, fait que je vois aucunement quelqu'un, en tout cas de mon vivant, parce que c'est clair que cette personne n'est pas encore née, ça, je vais rejoindre Félix là-dessus, qui va me faire croire que ce gars-là va réussir à juste s'approcher de 40 000 points dans l'histoire de la NBA, parce qu'on l'a juste vu une fois. Puis on l'a vu juste pour vous donner une idée quand même, là, à quel point c'est impressionnant la longévité de LeBron James et à quel point aussi on a quand même un petit peu d'aide du côté de la Ligue et comment les règles sont instaurées. Tu disais, Pop, cette saison-ci, LeBron James, 25 points par game. Je pense qu'on oublie aussi que LeBron James était à 29 points par game la saison dernière. 29. C'est fou. Puis le seul que je vois peut-être être capable de faire ça, en ce moment, parmi les joueurs actifs, le seul qui a peut-être une chance de s'approcher du 40 000, c'est Luka Doncic. Je pense pas qu'il y a un autre gars qui va être capable de le faire. Je pense que Wembanyama, malheureusement, son corps va peut-être le lâcher. C'est des grands joueurs et tout comme ça. Oui. Souvent, ça les lâche. Je pense qu'il y a peut-être juste Luka. Peut-être. Et je mets les plus gros guillemets du monde sur Anthony Edwards parce qu'il a le potentiel de marqueur et tout. Puis c'est un gars qui pourrait jouer longtemps. Shai Gilgeous-Alexander a commencé trop lentement. Ça prend tellement un type de candidat précis. Et je pense qu'en ce moment, on a peut-être 1 ou 2 dans la ligue. Gros max. 40 000 points, c'est spécial. Et je pense que tu le dis, 21 ans à marquer 25 points par match, c'est long. C'est longtemps. Je pourrais voir. C'est d'éviter les blessures en plus. C'est pas juste ça, c'est que LeBron James est passé de l'école secondaire directement à l'NBA et a déjà commencé à dominer. Si tu prends chaque tranche de 1000 points dans l'NBA, 1000, 2000, 3000, jusqu'à 35 000 et le 40 000 qui est arrivé, le plus jeune dans l'histoire, dans chaque tranche de 1000 points, c'est LeBron James. Ça prend un départ, très tôt. Ça prend quasiment quelqu'un qui sort de l'école secondaire. Et 2, il faut que tu fasses quasiment 20 à 25 points dès ta saison recrue et faire ça pendant 20 ans de temps, sans te blesser. Sans jamais te blesser, c'est ça. Sans te blesser. Essayez ça. Essayez ça, je vous mets au défi. Je pense pas qu'il y a grand monde qui seront capables. Pour ce qui est d'Edwards, même, là, je pense le voir terminer peut-être dans un 25-30. Tu sais, juste pour donner une idée. C'est ça, oui. Pour terminer là-dessus. Je le mets comme il y a le potentiel, mais je peux pas aller sur les sites. Pour terminer là-dessus, Stephen Curry, c'est un 32 et l'histoire n'est pas finie là-dessus. Deuxième question, cette fois-ci, ça nous provient de Producer Ali qui nous amène ça en rapport avec un match un peu spécial dans la MLS. Donc, du côté de la MLS, le soccer, on commence justement aussi les matchs de pré-saison et on a eu quelque chose de très spécial entre le Real Salt Lake City et le LAFC. Un match couvert. Tu sais, un peu comme on voit au football à Green Bay, comme on voit à Buffalo. C'est même ce qui a mis, ce qui a fait que le match entre les Steelers et les Bills en séries éliminatoires allait être repoussé. Enseveli de neige. Et puis là, Producer Ali nous propose une petite liste. Il dit qu'est-ce qu'on préférerait voir en termes de sport dans un environnement qui ne fonctionne totalement pas. Donc, nous avons du hockey dans le sable, nous avons du baseball dans la neige, du football sa garnotte ou du basketball sur la glace. Moi, je vais y aller rapidement. Je vais y aller rapidement. Ça va être aucune de ces réponses parce que c'est déjà un sport qui existe déjà, que j'ai déjà vu sur Instagram, du tennis sur glace.
Donnez-moi ça tout de suite. Oh, wow! Du tennis sur glace. Je veux voir ça absolument. Absolument. Hey, écoute, moi, tu vois, le football, ça garnotte, je vois ça, j'ai déjà mal pour le cerveau de tous les joueurs qui vont possiblement jouer à ça. Pour le bien de la santé publique, j'irai pas pour ça. Baseball dans la neige, mais tu sais, on l'a déjà vu des fois avec un petit fond de neige. Je me souviens, c'est Miguel Cabrera qui avait tapé le premier circuit il y a 1 ou 2 ans de ça. Il a fait ça dans la neige, c'était vraiment cool. Du baseball dans la neige, c'est cool, mais hey, du basketball sur la glace, là, hey, les ankle breakers, ça va ankle breaker pour vrai. Moi, tu vois, basketball sur glace, j'aime ça. Pavel Datsyuk, Puis, genre. ça va être malade. Puis, laisse faire les patins. Garde les souliers, là. Joue-moi ça bottine, sa glace. Ça va être malade. Malade. Les gars vont tomber sur le cul tout le temps. Et imagine un dunk. Un dunk, le gars atterrit, puis il fait comme une espèce de pause full cool sa glace en glissant, là. Je veux du basketball sur la glace. C'est hyper dangereux. Je veux ça. Moi, j'ai pas le choix. Je vais devoir y aller avec du football sur la garnotte. Le nombre de My fois. man Hey, is a menace. le nombre de fois parfois que je suis comme avec les boys, comme on se fait genre une petite game de foot. Hey, j'ai mon ballon dans le champ, on se fait genre une petite game de foot dans le parking, des affaires de même. C'est quelque chose que je faisais que je faisais beaucoup quand je travaillais à l'ancienne job. Dans le temps que je travaillais au Home Depot, je comme. Tu sais, on était comme 4-5 gars qui aimaient le football, puis il y en a là-dedans qui ont joué au football aussi. On se dit, T'sais, on a un ballon dans le char. On va-tu faire une petite game dans le parking? Ça serait le fun. On serait une team, genre un département contre un autre, là, où on jouait des départements ensemble. Dans cours à bois, genre, avec les feuilles de plywood autour. Là. Hey, c'est une chance que je travaille plus là. Tu m'aurais donné des folles idées. J'aurais pu amener ça Hey, mais là-dessus. attends. Ton football, ça garnotte, tu le fais-tu touch, tu le fais-tu le flag ou tu fais full contact? J'aimerais ça full contact. Oh, Full contact, ça c'est malade. Seigneur! Ouais. C'est bien ça garnotte. Ok. c'est bien Ok. violent, Voici, Hey, je me dissocie de ça, Boisbriand, je me dissocie de ça. voici l'affaire. Le plus logique, ça serait du flag. Mais c'est pas pareil au vrai football. Puis si tu y vas touch, pour avoir déjà joué touch dans l'après-cours de mon école secondaire qui était sur le bord de l'autoroute, Félix, tu vas savoir un peu de quoi je parle, littéralement un champ. J'ai joué une couple de fois. Les games de touch football, ça se termine pas nécessairement en touch. Quelqu'un qui va aller marquer son toucher et dire « Hop, je l'ai eu ». Tandis que lui, le pourchassant, il dit « Ben non, mais je t'ai eu. » T'es touché, ouais. Ok, laisse faire le touch. Fait que t'aimes mieux full contact, ça garde. Toi, tu jouerais plus du football, ça garnotte. Tu jouerais ça full contact au lieu de faire ça avec un flag. Toi, t'es vraiment rendu à ce stade-là de ta vie où tu jouerais full contact, ça garnotte. Oui. Oh, wow! Oui, pourquoi pas. Mais ça me rappelle aussi, juste une petite parenthèse, tu sais, la belle époque, genre en 2006-2007, où ce que genre RDS diffusait du basketball sur du trampoline à un moment donné. Quoi? Tu sais pas de quoi je parle? J'avais 3 ans. J'en avais 5. C'était du slam dunk, c'était genre du basketball 3 contre 3 comme sur un court, mettons. Mais tu pouvais genre jumper sur une trampoline pour faire des hosties de gros dunks, c'était insane. Hey, le pire, c'est que maintenant que tu m'en parles, ça me... Vaguement. J'ai déjà vu des vidéos passer sur Instagram aussi. Moi, je veux qu'on ramène ça, mais avec un court de glace. Pour rendre ça encore plus violent. T'as juste des trampolines, puis tu tombes sur la glace après. Ah oui. J'aime ça. On combine les deux. Ah ouais, t'en as un plan. Notre dernière intervention, vas-y, Pop, je vais y aller avec la dernière intervention. Ça fait juste vous rappeler que si vous voulez nous engager comme commissaire d'une ligue sportive, ne nous appelez pas. On va avoir du fun. Ça va être hyper dangereux. On fait pas 3 semaines, mais asti qu'on va avoir du fun pendant 3 semaines. C'est pas juste qu'il n'y a pas un syndicat. Les assurances vont faire de l'argent avec nous autres. Je vais être le gars le plus anti-syndicat si c'est ça qui arrive. Faire le truc le plus dangereux, mais non, pas d'union de joueurs, s'il vous plaît. Non, vous n'avez pas le droit d'union de joueurs pour santé de ça. Non. On n'a pas les moyens pour couvrir ça. La dernière intervention nous provient de Mathieu Vachon. Pop, je te laisse l'honneur là-dessus parce que c'est un sujet que tu connais très bien. Ben écoute, shout-out à mon boy Mathieu qui est un régulier au Perron d'église, soit dit en passant, shout-out à mon boy là-dessus, qui va avec une prédiction pour la date limite des échanges pour les Maple Leafs de Toronto.
qui est son équipe. Moi, je fais juste dire... By the way. Oui, c'est son équipe. C'est son équipe. Moi, je fais juste dire, écoute, tu sais dans quoi tu t'embarques, mais bon. Prédiction pour les transactions des Leafs à venir. Toronto vont faire une transaction pour aller chercher le défenseur Matthew Dumba. Ils vont ensuite échanger Timothy Liljegren contre un choix X et utiliser ce choix X pour aller chercher un centre de troisième trio, genre Alexander Wennberg. J'aime ça. Il avait pas fait quelque chose de même un peu avec Rasmus Sandin l'année passée ou il y a 2 ans? Ça se peut. Il y a un move de même, il me semble qu'on avait été chercher un gros défenseur puis on avait échangé Rasmus Sandin. C'est flou un peu dans ma tête, là, mais je sais que c'était bizarre comme on avait échangé Rasmus Sandin. Mais j'aime ça parce que Matt Dumba, c'est un nom qui revient. On a aussi, on dit chercher le John Collins de la NBA et de la LNH. Tout le temps disponible a été changé. Puis tu regardes ça, puis on a été chez Ilya Lyubushkin qui s'est déjà blessé. Là, on va espérer qu'il soit pas trop sérieux et tout, mais tu sais, Matt Dumba, c'est un nom qui revient à Toronto et tout. La question, c'est tu donnes quoi pour Matt Dumba? Est-ce que tu donnes un choix de première ronde? On sait que les Maple Leafs ne veulent pas donner leur choix de première ronde. On n'a pas de choix de deuxième ronde. Et là, est-ce que tu te ramasses dans les Fraser Minton, dans les Easton Cohen, qui d'ailleurs, Easton Cohen va super bien dans le junior. Je sais pas si les Coyotes vont accepter de le vendre à un prix que les Maple Leafs paieraient, mais s'ils sont capables de trouver un deal, j'aime beaucoup cette idée-là d'aller chercher Dumba et d'échanger les Liljegren pour éventuellement aller chercher le troisième centre. Un peu comme on avait fait. T'as-tu l'échange de Sandin? J'ai vraiment de quoi avec Sandin en tête. J'ai officiellement le trade, justement, qui avait été fait l'année passée, quasiment à la même date, le 28 février 2023, les Leafs qui avaient échangé Rasmus Sandin aux Cavs de Washington contre la légende du Canadien de Montréal, Eric Gustafsson, et un choix de première ronde en 2023 qui est devenu Easton Cohen, justement. Tu sais, quand tout est dans tout... Ouais. Mais ça, l'année passée, il avait été chez Lyubushkin aussi. Tu sais, c'est quelque chose qu'on a déjà fait. C'est une formule qu'on a déjà faite à Toronto. Puis, j'aille pas ça. Je pense que ça peut se refaire cette année. J'aime ça. J'aime la prédiction. Puis, je serais pas surpris. Je serais pas surpris, mais il faut aller chercher aussi Alexander Wennberg ou un centre de même. Parce qu'un David Kampf, tu peux pas faire ça si tu veux. Et là, ce qui est dangereux pour Toronto, c'est que là, si ça continue de même, on va affronter les Panthers de la Floride. Et comme c'est parti pour l'instant, ou les Bruins de Boston, parce que les deux se battent pour le sommet de la division, et tu n'as même pas l'avantage de la glace. Hey, quand tu vas te ramasser en playoff et tu dois affronter un trio qui va être Nick Cousins, Sab Bennett, Matthew Tkachuk. Ça, là, mon méchant. homme, là, c'est vraiment méchant. C'est méchant, ça, là. T'arrives en série, puis tu sais, quand c'est connu que les officiels rangent leur sifflet à ce temps-ci de l'année, tu vas te faire tuer sa glace, là. Ouais. Fait que, je ne sais pas. Mais Toronto, on verra ce que ça va faire. Moi, je pense que ça va être un petit peu plus tranquille, je pense. On n'a pas beaucoup de munitions. On est allé chercher Ilya Lyubushkin, justement, pour aller chercher un défenseur droitier, mais aussi pour se donner une marge de manœuvre aussi, parce que si on avait été chercher Chris Tanev, on n'aurait aucune marge de manœuvre pour faire une autre transaction. Mais c'est à suivre. C'est à suivre de ce côté-là. Exactement. Et, mesdames et messieurs, c'est ce qui met fin à cet épisode de La Triple Menace. Je rappelle cette édition du 4 mars 2024. On vous remercie d'avoir passé la dernière heure presque et demie avec nous à l'émission. Encore une fois, grosse semaine en sport et ça risque d'être idem la semaine prochaine. Une chose qu'on ne spécialise pas dans juste un sport. Vous imaginez, mettons, on spécialise juste en football, comme on n'aurait pas grand-chose à jaser cette semaine. Ça reste... Hey, on aurait jasé Xavier Wally pendant 20 minutes. Hey, court vite, hein? Ouais, court vite. Il court vraiment vite. Non, mais il court vite, il court vite, by the way. Non, mais il a fait... Il court vraiment vite. Xavier Wally, il court vite, ce gars-là. Exact. Exact. Pendant que moi, je m'étouffe, j'ai besoin d'une gorgée d'eau et besoin d'un petit peu de repos parce que moi, c'est le retour à l'école
qui s'en vient cette semaine. Toujours est-il, on en a parlé, la date limite des transactions s'en vient cette semaine dans la Ligue nationale de hockey. Donc, j'espère que ceux qui n'êtes pas à l'école ou n'avez rien à faire cette journée, vous allez rester devant votre téléviseur et sur Twitter toute la journée à entendre les analystes parler de prédictions loufoques ou de presque transactions qui vont se dérouler. C'est vraiment une journée magique. À 6h30 le matin, c'est ça le plus important. OK, hey, je fais un petit coup de gueule éditorial. Là. C'est tellement trop tôt le matin, 6h. Hey, il n'y a jamais un trade qui se fait avant 9h le matin. En partant, hey, c'est 3 heures qu'on passe à rien faire. Qui va écouter ça à partir de 6h le matin? Mettons, avant d'aller travailler, si vous faites ça, forcez-vous parce que ça va être une journée. Je pense pas que ça va être la journée la plus excitante. Hey, de 6h, puis ils sont là jusqu'à quoi? 4h, 5h? Hey, c'est long, là, c'est long. Puis il va y avoir quoi? 12 trades? Seigneur. Même si pas à le Canadien va retenir 50% de Nick Bonino comme l'année passée ou un niaisage de même. Là, puis c'est tellement trop tôt pour rien, 6h. J'en reviens pas. C'est quelqu'un qui est en relâche à l'université qui parle, mesdames et messieurs. Exact. On aura le plaisir de vous en reparler la semaine prochaine. Donc, d'ici là, n'oubliez pas, page Facebook, les superfans des Tigers de Guangdong, ou même nous suivre sur nos comptes Twitter personnels pour interagir avec nous et toutes choses de la sorte. D'ici la semaine prochaine. Sinon, ciao, ciao. Passez une belle journée. Le podcast La Triple Menace. Disponible sur Spotify, YouTube, Google Podcast et Apple Podcast.